présence. Monsieur Jean-Louis Orlé, maire. Monsieur l'adjoint Hubert Drens. Présent. Madame l'adjointe Bernadette Gillot. Monsieur l'adjoint Patrick Thor. Madame l'adjointe Nelly Kremer. L'adjoint Fabien Weiss est absent, excusé, donne procuration à Madame Tischler. Madame Tischler, adjointe. Monsieur l'adjoint Jean-Claude Kiffer. Monsieur René Bandol. Monsieur Hatim Bouenda est absent, excusé, donne procuration à Madame Kremer. Madame Aurélie Psaïri aura du retard et arrivera en cours de séance. Madame Carla Charreton. Monsieur Patrick Dibold est absent, excusé, donne procuration à Monsieur Drens. Madame Audrey dos Santos Almeida est absente, excusée, donne procuration à Monsieur Cor. Madame Nicole Fullenwart est absente, excusée, donne procuration à Madame Gillot. Monsieur Olivier Geiger. Madame Christine Gugelmann. Madame Pia Eni. Monsieur Richard Kasprovic. Monsieur Marcel Kaya. Madame Karima Latrèche. Madame Claudine Lenoir-Maillet et Silva est absente, excusée, et donne procuration à Monsieur Kiffer. Monsieur Bernard Parisot. Madame Michel Stern. Monsieur Alexis Yvon. Monsieur Ernest Conrad. Madame Christelle Laforêt. Madame Christelle Véram est absente, excusée, et donne procuration à Monsieur Conrad. Monsieur Gérard Chan. Monsieur Gérard Chimère. Madame Estelle Frasse. Madame Julie Houssin est absente. Madame Annie Romilly. Le secrétariat de séance sera assuré par Monsieur Olivier Geiger. Voilà, je remercie. Je vous propose d'adopter le procès-verbal numéro 42. Y a-t-il une demande de parole? Sinon, on peut considérer qu'il est adopté. Je vous remercie. Et avant de voir l'ordre du jour, je cède la parole à Christine Gugelmann pour un rapport de l'activité Eurométropole qui concerne plus spécialement Bichheim. Oui, merci, monsieur le maire. Par délibération numéro 38, la commission permanente du 29 novembre a approuvé le versement d'une subvention de 2 000 € à l'association amicale des chiens nordiques de Bichheim pour l'organisation du championnat de France des chiens de traîneau qui a eu lieu les 30 novembre et 1er décembre 2019 à la Ballastière. Par délibération numéro 17, le Conseil du 29 novembre a approuvé d'une part les travaux de réaménagement et de requalification de la rue du Général Leclerc entre la rue nationale et la route de Bischwiller à Bichheim, et d'autre part l'acquisition par voie amiable et au besoin par voie d'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. Lors du Conseil du 29 novembre, il a été débattu des orientations budgétaires pour l'année 2020 et les années suivantes pour l'Eurométropole de Strasbourg, à savoir, en résumé, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment la stabilité de l'effectif global, la stabilité de la fiscalité métropolitaine, continuer à investir sur le territoire métropolitain avec un volume envisagé de 660 millions d'euros d'investissement à prévoir pour la période 2020-2022, soit environ 220 millions d'euros annuels en faveur des citoyens métropolitains, du territoire de l'agglomération et des acteurs économiques locaux. Quelques précisions concernant le rapport des orientations budgétaires. Le rapport des orientations budgétaires a été élaboré sur la base du projet de loi de finances pour 2020, présenté par le gouvernement le 27 septembre. Certaines données pourront être précisées, voire modifiées dans le cadre du rapport du budget primitif 2020, car le projet de loi de finances ne sera voté que fin décembre. L'élément le plus marquant du PLF pour 2020 porte sur la nouvelle architecture de ressources des collectivités, induite par la disparition complète programmée de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2023. S'agissant de l'endettement de la collectivité, la capacité de désendettement de la collectivité est actuellement évaluée à 6,3 ans. L'encours de dette de l'Eurométropole de Strasbourg s'élevait à 568 millions d'euros fin 2018 et devrait se situer au maximum à 588 millions d'euros fin 2019. L'encours de la dette métropolitaine est constitué début novembre de 54% de taux fixe et 46% de taux indexés.
Au 1er janvier 2019, la dette par habitant de l'Eurométropole s'établissait à 1 143 €, quand elle s'élevait par exemple à 1 160 € par habitant à Nantes Métropole, 1 241 à Lyon Métropole, 1 268 à Lille Métropole ou encore 2 560 € à Nancy Métropole. Au total, en agrégeant la dette par habitant de la ville-centre et du groupement, la ville et la métropole de Strasbourg arrivent au 4e rang des ensembles les moins endettés de France, derrière Rennes, Toulouse et Nantes. Les charges de gestion générale devraient enregistrer en 2020 une augmentation sensible estimée à plus 6 millions d'euros, expliquée principalement par le fonctionnement de l'unité de valorisation énergétique en année pleine, par le développement économique avec la poursuite du programme PIA Territoire Santé de demain. En parallèle, les autres charges de gestion courante seraient à nouveau en forte diminution en 2020, de moins 12 millions d'euros, compte tenu de l'arrêt des dépenses liées au détournement des déchets. En ce qui concerne les investissements métropolitains, qui traduisent physiquement les politiques publiques et les services offerts aux citoyens du territoire, plusieurs nouveaux projets devraient être lancés en 2020. Notamment le programme d'acquisition de véhicules en vue de la prochaine mise en place de la zone à faible émission, la participation au projet de SIG Arena, le lancement du nouveau programme national de rénovation urbaine sur la période 2020-2030, la création de parkings dans les communes, la mise en conformité des réseaux de communication, l'instauration du transport à la demande sur tout le territoire. Par ailleurs, le volume d'investissement 2020 intégrera la poursuite de projets d'ampleur dont les plus conséquents sont la poursuite du nouveau parc des expositions, le soutien au logement aidé comme privé, la participation à l'aménagement du tramway à Königshofen et le chantier et l'équipement de la médiathèque Nord. Enfin, les orientations budgétaires doivent également tenir compte de la stratégie climat-air-énergie 2030, qui constitue un élément déterminant du projet des territoires des 10 prochaines années et un défi incontournable que les collectivités se doivent de relever pour répondre à l'urgence climatique et à une demande sociale grandissante. L'atteinte des objectifs ambitieux de cette stratégie va nécessiter de mobiliser des moyens importants, aussi bien en investissement direct de rénovation thermique du patrimoine ou du réseau de chaleur vertueux notamment, et indirect, tels que des subventions de rénovation, logement social ou aide au changement de chauffage bois par exemple, et également en fonctionnement, agence locale du climat, animation du territoire, adaptation au changement climatique. Ce résumé ne reprend que quelques éléments qu'il me semblait important de vous préciser. Conformément à la loi NOTRe, ce rapport sera remis aux communes membres de l'Eurométropole. Le public pourra y avoir accès au centre administratif et dans les mairies des communes membres. Le prochain conseil aura lieu mercredi 18, avec notamment à l'ordre du jour le vote du budget primitif 2020. Je vous remercie. Merci. Et donc, nous passons à l'ordre du jour avec premier point, les subventions pour les classes de découverte, le projet d'action éducative, le projet d'école 2020. Je cède la parole à Bernadette Gillot. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une délibération habituelle en cette période. Donc, ce sont les subventions pour les classes de découverte et les projets d'action éducative ou projets d'école. Alors, on décide donc de fixer à 5,50 € par élève et par jour la participation municipale pour l'année 2020, selon le tableau 6 juin. Il n'y a pas de modification par rapport aux années précédentes, si ce n'est que maintenant cette allocation est allouée également à la classe du P2A, qui est à Saint-Laurent, la classe des enfants allophones. Il y a une petite modification à faire par rapport à la délibération que vous avez devant vous. Elle concerne les élèves domiciliés à Schiltigheim, scolarisés à l'école Saint-Laurent, dans le cadre de la carte scolaire intercommunale. Et ces élèves seront Schiltigheim qui participent aux dépenses. Voilà, je tenais à apporter cette rectification. Ensuite, vous avez donc, je ne vais pas revenir sur tous les bénéficiaires. Par contre, je vais juste m'arrêter 2 minutes sur la subvention complémentaire de 1 500 € qui est habituelle aussi pour l'école Atome, pour son projet au centre La Vie en Vert.
La subvention de 1 500 € accordée à l'école maternelle des Pruneliers pour son investissement dans la semaine de la propreté, qui se déroulera comme chaque année au printemps. D'accorder une subvention de 2 000 € au collège Lamartine pour l'achat des carnets de correspondance. Alors effectivement, il y a une augmentation ici, parce que les effectifs sont en augmentation et que ces carnets de correspondance sont faits aussi pour le groupe scolaire Saint-Laurent élémentaire, pour le groupe Prunelier élémentaire et pour le collège. Et comme on a beaucoup d'enfants et de collégiens, la subvention a augmenté. Et d'accorder 500 € à l'association Mathématiques sans frontières, qui est soutenue par l'inspection académique, pour l'organisation d'un concours, ainsi qu'à l'association de prévention routière. Ensuite, vous avez le tableau qui récapitule tous les projets. Comme vous pouvez le constater, ce sont de très beaux projets auxquels nous apportons notre soutien financier, parce qu'on a aussi des équipes éducatives qui sont très investies auprès des élèves de nos écoles. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Strass. Bonsoir. Non, alors j'ai juste une petite question, c'est pas du tout par rapport au fait d'être contre, pas du tout. Alors c'est la subvention qui est complémentaire de 1 500 € qui est accordée à l'école Atome. Moi ma question c'est pourquoi cet argent est versé sur le compte de l'association sportive et culturelle du Carvaden et que les autres subventions sont finalement gérées par les écoles. Si je le lis. C'est le petit 3. Oui, j'ai vu. Et en fait, ça m'interroge tout simplement. Oui, ben ça c'est comme ça a déjà été fait par le passé. Voilà. Mais je vérifierai. Parce voilà, que là, tout simplement parce que je ne vois pas pourquoi c'est l'association qui gère, si l'école peut le faire. Mais je crois que l'école doit passer par une association, il me semble. Vous me direz? Mais je dirais, oui, tout à fait. Merci. Christelle Lafaveur. Monsieur le maire, en fait, par rapport au collège Lamartine, j'aurais souhaité savoir si le département participait aussi aux frais en dehors de la ville, en fait, s'il donne quelque chose. Parce que là, il y a marqué 6e et tout pour le collège Lamartine. Oui, en général, c'est la ville qui participe aux frais du carnet de correspondance. Parce qu'il y a un travail qui est fait dès le CM2 avec le collège dans le cadre de la liaison collège-école élémentaire. Voilà. Je posais la question parce qu'en fait, par exemple, pour les lycées, la région, en fait, peut imprimer aussi de chez eux les carnets de correspondance. Alors, je me posais la question si le département pouvait le faire aussi. Je ne pense pas que sur ce dossier-là, le département participe. Parce que je pense que c'est un choix de faire le lien avec le primaire. C'est la raison pour laquelle, et si la ville participe, c'est parce que le collège n'a pas de budget du département pour le faire. On compose. C'est quelque chose qui ne se fait pas dans beaucoup de collèges. C'est le carnet de correspondance. C'est dans tous les collèges. Ça se fait, mais surtout... Non, le collège, la manière dont nous travaillons avec le collège. Non, ça ne se fait pas partout, parce que là, il y a vraiment une liaison école élémentaire, collège, dès le CM2. Hein. Vraiment, avec Saint-Laurent aussi. Hein. Saint-Laurent, Prunelier et collège qui forment une entité. Oui, c'est la même chose pour la République. Non, alors pas du tout. République ne fait pas du tout partie de... République marche avec le collège du RID, et c'est pas du tout la même chose. Ils ont aussi cette liaison collège, école élémentaire, mais pas de cette manière. Gérard Charles. Une précision, c'est plutôt une question à poser en commission, mais comme pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu assister à la commission. Est-ce qu'on a été en mesure de répondre à tous les projets qui ont été présentés par les écoles? On se fait un point d'honneur à répondre à tous les projets. Oui. On n'a pas fait de distinction, quoi que ce soit. Merci de ces précisions. Je propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je félicite Bernadette, son service et tout le monde. Enfin bref, c'était
arriver à faire ce si belle proposition. Voilà. Le deuxième point sera très rapide, c'est des modalités de mise à disposition de salles municipales dans le cadre des élections municipales. Lorsqu'il y a des élections locales, nous prenons cette délibération pour clarifier les choses. Donc il vous est proposé que jusqu'au premier tour, il y ait 2 utilisations de salles au choix, enfin, selon disponibilité entre Chevalmont, certes et Saint-Laurent, et une utilisation pour l'autre salle, qui est une salle municipale, qui est la salle de réunion du Parc des Sports. Si il y a un deuxième tour, il y aurait possibilité d'avoir une gratuité supplémentaire d'une des grandes salles et une gratuité au Parc des Sports. C'est une proposition qui reprend un petit peu une demande de l'une des listes. On est d'accord là-dessus? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, c'est une délibération que nous devons prendre. Bon, voilà, je vous la lis. Suite au souhait de l'Église protestante de réunir les consistoires de Bischheim et de Schiltigheim, le conseil municipal doit donner un avis favorable. Vous enlevez que la commission des finances a émis un avis favorable, puisqu'elle n'a pas statué sur quelque chose qui n'est pas financier. Bon, donc voilà, je vous propose d'émettre un avis favorable à la fusion des consistoires de l'Église protestante de la confection d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine pour Bischheim et Schiltigheim. En ce moment, Madame Pras. Oui, c'est correct. En fait, tout simplement, je tenais à intervenir parce que Madame Romilly et moi-même, on fait partie du consistoire, donc on prendra pas, je suppose qu'on ne doit pas prendre part au vote, quoi. Oh, il vaut mieux. Ça ne change rien. Et comme ça, c'est dans les règles. Voilà. Et Gérard Chan, la traditionnelle. Oui, explication de vote. Évidemment, voilà, je sais que le droit local nous demande au conseil municipal de s'exprimer là-dessus. Pour ma part, moi j'estime que c'est une affaire interne à l'Église protestante et qu'on n'a pas à se mêler des affaires internes comme dans les associations, dans les cultes. Voilà, donc je m'abstiendrai là-dessus, mais je sais bien que le droit local nous demande. Parfait. Donc, personne ne prenne pas part au vote. À part cela, y a-t-il d'autres abstentions que Gérard? Monsieur Chimère, signe de solidarité, que je comprends très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre est contre? Donc, c'est adopté. C'est remarqué. Le point suivant est très important, c'est la convention d'Edelin. D'Elin, voilà. Le DELIN est le dispositif départemental d'éradication du logement indigne ou non décent. Je sais que ça concerne certains de Bischheim. C'est copiloté par l'État et le département qui assure la fonction de pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Son objectif est de lutter efficacement contre le logement indigne et non décent dans le Bas-Rhin et sa principale mission est la mobilisation de l'ensemble des partenaires intervenants sur la problématique de l'habitat. Et c'est donc une convention de partenariat pour la mise en œuvre du DELIN, est établie pour une durée de 3 années, donc entre l'ensemble des partenaires, que sont l'État, l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental du Bas-Rhin, l'Eurométropole de Strasbourg, la CAF 67, les villes de Strasbourg, de Schiltigheim, de Haguenau, de Sélestat et de Bischheim, plus l'association des maires du département, je pense que les autres villes sont concernées à travers cela, Procivis Alsace, la ville 67 et des associations de locataires, la CNL 67 et l'UDCSF 67. Donc elle a pour objectif de définir les modalités de partenariat permettant de lutter efficacement contre le logement indigne et non décent, en allant du repérage à l'analyse et au traitement dans le cadre du dispositif départemental d'éradication du logement indigne et non décent. Donc la délibération, donc on a participé depuis un certain temps à ce débat, et donc le principe c'est d'y rester et de continuer à le développer. La délibération consiste à dire que vous autorisez le maire ou son adjoint compétent à signer cette convention de partenariat pour cette durée de 3 années qui irait du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Alors, il y a 15 pages. Vous faites grâce de la lecture. Et puis, je préfère donner la parole s'il y a des questions qui sont posées. Christelle Laforêt. Oui, merci
Merci, Monsieur le maire. En fait, moi, je souhaiterais savoir, on nous parle d'agents référents qui participent en fait à cette commission, et je voulais savoir s'il y avait des élus qui participaient et s'il y a des comptes rendus de ces commissions, et si on y a accès. Ah non, il y a des adresses, des noms, des situations, donc il n'est pas pensable, surtout avec les nouvelles RGPD, etc. Alors, pour l'instant, c'est le service urbanisme. Il n'y a pas de personne référente encore désignée, c'est dans le cadre d'aujourd'hui, mais ça va être fait. Ouais, c'est l'urbanisme. Est-ce qu'on a une statistique? Il n'y a pas d'élus qui sont... même moi, je n'y suis pas. Il y a quand même une très grande forme de confidentialité qui est indispensable. Ouais, en fait, je posais la question parce que je connais un élu d'une autre ville, en fait, pas du tout d'ici, qui, en fait, siège dans ce genre de commission. Et voilà, donc c'était par rapport à ça pour poser la question s'il y avait un élu de chez nous. On peut sûrement améliorer des choses. Oui, non, mais pas de... après, j'aurais souhaité connaître le nombre de logements insalubres sur Bicham. Est-ce qu'on a une statistique ou pas? Est-ce qu'on a quelque chose? Non. On est plutôt sollicité. On est sollicité quand les gens viennent au CCAS ou quand il y a des dénonciations, donc plutôt des signalements, c'est le terme. Voilà, mais je veux dire, il n'y a pas un relevé systématique. On est aussi dans la notion de copropriété, comment on appelle ça, dégradée. Souvent, quand il y a des anciennes maisons, ils sont mis en copro. Les gens qui viennent dépensent tout leur argent pour acheter, et après, quand il faut refaire des travaux, il n'y a plus les moyens. Et donc, ça se dégrade, toiture, machin, le crépi. J'ai dit, c'est une délibération très importante, parce que nous sommes effectivement extrêmement comme ça. Et il n'y a pas de solution miracle, c'est pas... Gérard Jeanne. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une délibération extrêmement importante, et je voterai plutôt des deux mains que d'une pour la signature de cette convention, parce que Bichheim est particulièrement concerné par cette question du logement dégradé et insalubre. On sait qu'il y a des véritables marchands de sommeil qui sont présents sur notre ville, qui logent des familles dans des conditions absolument déplorables et indignes. Alors, évidemment, c'est important, une telle convention, autant mettre en place des synergies, mais une chose est de signer des conventions, une autre est d'obtenir des résultats. Parce que ça fait trop longtemps que cette question est présente à Bichheim. L'adjoint Weiss n'est pas là, mais il a lui-même dénoncé cette situation depuis de nombreuses années, mais j'ai l'impression qu'on ne progresse pas sur cette question-là, et je voudrais à un moment donné qu'on obtienne de véritables résultats à Bichheim dans le cadre de la lutte contre le logement indigne dans cette ville. Gérard, nous sommes vraiment en totale synergie là-dessus. Totale synergie. Alors juste, entre parenthèses, pas lors du jour, mais pas en compte rendu, j'ai mon excellente collègue mon binôme au conseil départemental, qui est dans la salle, par hasard, et qui est la présidente du DENA. Voilà. Donc, si après le conseil, vous avez des questions à lui poser sur le fonctionnement d'Hubert de l'Amitié, Daniel se fera un plaisir de vous le... Voilà, on ne mettra pas ça dans le compte rendu, mais je sais qu'elle est très, très, très active en tout ce qui est sujets sociaux au conseil. Voilà. Est-ce qu'on continue voilà. Alors, tout simplement pour savoir si de temps à autre, on pourra avoir un petit compte-rendu de ce qui a été... Vous êtes avec moi, monsieur le maire? Tout simplement pour savoir si de temps à autre, on pouvait avoir un petit compte-rendu des choses. Il y a une réunion annuelle, enfin... On ne peut pas avoir une réunion mensuelle, parce qu'il se peut qu'il y ait parfois 3-4 dans la même semaine, après il y a deux moyens. C'est des signalements, mais ça, les signalements, vous pouvez toutes et tous les faire remonter aussi. Mais je pense que ce sera peut-être quelque chose à voir dans quelques mois, de revoir peut-être ce fonctionnement. Voilà.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce dossier important. Donc, Madame la Présidente, nous continuons à travailler à vos côtés. Cinquième point, c'est très simple aussi, c'est le recrutement et la rémunération des agents recenseurs. Nous l'avons tous les ans. Donc je vous propose de décider le recours à 3 agents recenseurs pour la durée de la mission qui seront rémunérés d'une part à l'acte, 1,50 € pour le bulletin individuel rempli, 1 € pour la feuille de logement remplie, un forfait de 25 € par demi-journée de présence et, parce que souvent on n'a pas le total des résultats, il y en a qui s'essoufflent un petit peu, donc une prime fixe de 400 € pour toute mission qui a été accomplie entièrement afin de valoriser le temps de mobilité, les déplacements et les bilans intermédiaires et les relances qui sont à effectuer, parce qu'il ne suffit pas juste de déposer la feuille, si on relance, on peut retrouver, etc. Donc il faut harmoniser cela. Et autoriser le maire à le signer. Je pense que personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie. L'adhésion à une convention d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Donc vous savez qu'il y a un décret qui oblige les collectivités à désigner un agent chargé d'assurer la fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, on a toujours ACFI, et donc ça peut être soit un agent physique désigné en interne, soit passer une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui propose ce service aux collectivités qui n'ont pas eux-mêmes un ACFI. C'est cette deuxième solution que nous vous proposons pour aussi assurer le montant d'indépendance, etc. par rapport aux services en interne, ça me semble plus intéressant. Donc je vous propose de décider d'accepter la mise à disposition par le centre de gestion du marin d'un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, qui sera facturé à raison de 420 € par jour d'intervention, 250 en demi-journée, donc conformément à la délibération que le conseil d'administration du centre de gestion avait pris en 2019. Et donc les crédits sont inscrits au budget et autorisez le maire à signer cette convention qui vous est également jointe. Il y a beaucoup de conventions aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Y a-t-il un questionnement? Christelle Laforêt. Je tiens juste à signaler que cette DM n'a pas été vue en commission des finances. Voilà, alors il n'y a pas marqué que la commission a donné un avis. Oui, non, mais je tiens. Alors je pense qu'elle a dû être rajoutée parce que c'est quelque chose que nous devons mettre en place. Voilà, avec mes excuses. Autre intervention? Sinon je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 7, qui est un point intéressant. Il vous est proposé d'acquérir le bien cadastré section 11, parcelle 194, autrement dit les numéros 39 et 41 de l'avenue Périgueux, ayant une superficie de 12 ar 41 pour un montant de 400 000 €, et donc d'autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à la transaction. Vous avez différents éléments. Le premier qui est la valeur vénale qui a été estimée par les domaines, qui est 485 000. Donc vous voyez que les négociations ont amené un prix beaucoup plus raisonnable de 400 000. La surface de 12 h 41. Et vous avez le plan et peut-être quelques explications, la raison pour laquelle cette déclaration vous est proposée. Alors vous savez que derrière ce bâtiment se situe le seul grand terrain encore non construit sur le centre de Michel. C'est un terrain de 1,3 hectares qui appartient à la SNCF, qui est enclavé, puisque d'une part, il y a les immeubles de la rue de la Concorde, une espèce de rectangle. De l'autre côté, il y a la Poste et le département. À l'arrière, il y a des immeubles qui sont à Géticaille, foyer des étudiants, je crois, foyer déjà de l'ICF. Et donc, la seule sortie possible de ce grand terrain, c'est un chemin qui fait 4 mètres de large, 34 mètres de long, où 2 véhicules ne peuvent pas se croiser. Et donc, c'est complètement enclavé. Première raison. Deuxièmement, ce terrain est classé en UE1. Alors, je ne vais pas aller dans le détail total, mais on m'indique, voilà. Je vous dis ce que l'on peut, il faut
les aménagements, constructions et installations correspondant à la désignation de points, je cite, équipements d'intérêt collectif et de service public. Équipements d'intérêt collectif et de service public, ainsi que celles qui sont liées ou nécessaires à ces équipements. Demain, on peut faire un gymnase ou une salle des fêtes et qu'il faut mettre un parking, c'est lié et ça peut être fait. Mais c'est dans ce voilà, il y a d'autres détails, mais c'est essentiellement. Donc aujourd'hui, ce terrain est réservé à des activités. Voilà, ça peut être une école, ça peut être un gymnase, etc. Tout ça, ça peut changer avec le P-Sport. Le PLU peut être modifié. Mais aujourd'hui, non, mais aujourd'hui. Et donc, si maintenant cet accès échappait et était aux mains d'un promoteur ou d'un aménageur, il fermerait complètement toute possibilité de faire quoi que ce soit sur le terrain. Donc aujourd'hui, pour que la ville puisse rester maître de cette situation, alors je vous dis tout de suite une chose, dans mon esprit, il n'y a pas de futur immédiat là-dessus. C'est clair, net et précis. Je vous dis, la seule chose qu'il y a, c'est que si nous ne faisons pas cette démarche et d'avoir cet accès, nous ne maîtrisons plus rien sur ce terrain, puisque avec 4 mètres de large, on ne peut pas avoir un accès sur le domaine public. Voilà, c'est l'explication, c'est pas... Voilà. Gérard Charles. Oui, je suis absolument d'accord avec cette argumentation. Il faut que la ville ait la maîtrise de l'accès de ce terrain. Alors, ce qu'il adviendra de ce terrain dans l'avenir, c'est probablement la prochaine équipe qui sera aux manettes, voire l'équipe suivante, qui en décidera. Mais en tout cas, si nous perdons la maîtrise de l'accès de ce terrain, nous perdrons probablement la maîtrise de ce que nous pourrons faire du terrain qui est derrière. Alors, certains imagineront peut-être des logements, d'autres peut-être des terrains ou quelque chose de l'ordre d'une respiration pour le centre-ville, voilà. À chacun d'imaginer ce qu'il aimerait mettre sur ce terrain-là, mais nous devons en garder la maîtrise et donc ne pas laisser échapper cette occasion-là de contrôler l'accès à ce terrain. Merci. Christelle Laforêt. Oui, monsieur le maire, comme vous l'aviez précisé, le PLU peut changer effectivement par la suite. Nous, on ne va pas voter cette délibération. Pour moi, il y a des choses. Alors, j'entends votre argumentation, votre argumentaire, qui est effectivement un très bon argumentaire, comme vous savez le faire. Merci. Mais profitez, on n'aura peut-être pas tout le temps. J'ai un doute sur la suite. J'ai vraiment un doute, donc je préfère m'abstenir. Les servitudes de passage, ça existe aussi. Enfin voilà, moi je mets un bémol là-dessus. On ne sait pas non plus à l'Eurométropole qui va gagner, hein, même s'il y en a qui prédisent un tel ou un tel. On ne sait pas quelle sera la majorité à l'Eurométropole, donc on ne sait pas, absolument pas ce que le PLU va devenir après. Donc nous, on préfère s'abstenir. D'accord. Autre intervention? Fanny Romilly. Pour nous, c'est pareil, parce qu'on a toujours des doutes par rapport à ce qui peut se passer après. Donc, voilà. Bon, alors, très rapidement. Premièrement, j'ai oublié un autre argument, c'est que grâce à une négociation que j'ai commencé, que Marie-Laure a terminée, on est arrivé à un prix où le loyer a un taux de rentabilité de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas mirobolant, mais qui, durant toute cette période de portage, ne grève pas les finances. C'est un placement qui est aujourd'hui un placement raisonnable. Donc, le côté, c'est pas quelque chose où on bloque de l'argent, non, c'est un placement qui peut être valorisé après. Alors, le PLU, jusqu'à présent, je précise quand même, depuis que la CUS existe, et le poste de l'époque, le poste CUS, c'est toujours les communes qui ont maîtrisé les évolutions. Alors je ne parle pas des grandes évolutions quand on fait une autoroute ou quelque chose, ça c'est autre chose. Mais à l'intérieur, et ça fait quand même des années que je suis à la CUS et à l'Eurométropole,
jamais il n'y a eu une délibération contraire aux souhaits et aux vœux de la municipalité. Donc si un changement il devait y avoir, ça passe d'abord par un projet du conseil municipal de Bischheim, et après c'est intégré dans le cadre de l'Eurométropole. C'est que ce soit clair. Oui. Je voulais juste aussi poser une question, parce qu'effectivement, il est marqué acquisition donc, de cette parcelle, route de Périgueux, ok. Le bâti est destiné à être démoli, donc pour offrir un accès direct, ce que vous avez dit, à la zone d'équipement depuis cette rue. Donc c'est la ville qui va détruire? Non mais on n'en sait rien, il n'y a pas de projet. Donc on achète comme ça... Mais on achète quelque chose qui vaut 485 000 euros à 400 000, 20% de moins, il y a beaucoup si de vous monde voyez des qui choses comme achète. ça, excusez-moi, On le c'est loue, pareil, hein, on le arrêtons. loue à 1500 ou je ne sais pas combien de loyers par mois, ça restera, les beaux resteront, les gens ils ont leurs droits. Et si un jour, dans quelques temps, si dans quelques jours, dans quelques années ou dans quelques, je sais pas, il y a un projet, ben, ce terrain, avec et Jacques Gérard l'a compris, avec le terrain arrière, fera un ensemble. Ben, à la limite, la ville pourra peut-être le revendre si elle veut faire autre Pour chose. construire, oui. Ouais. Oui, si tu raison de plus avec ce que dit Christelle Laforêt, si on ne maîtrise pas les modifications du PLU, si un jour il y a une modification du PLU qui rend ce terrain constructible, raison de plus d'avoir ces maisons-là pour que d'éventuels promoteurs soient obligés de passer par la ville. C'est-à-dire que si on est propriétaire de ces maisons-là, la ville est incontournable sur les futurs projets sur ce site. Si on ne les acquiert pas et qu'il y a une modification, un promoteur pourra faire ce qu'il veut. Il pourra même les acquérir, lui. Je ne dis pas que je suis pour les constructions, je dis pour la maîtrise, pour maîtriser ce qui se fera sur le terrain. Si nous n'acquérons pas ces deux maisons, avec une modification du PLU, on perd tout contrôle sur ce qui peut se faire derrière, et ce qui sera derrière se décidera à travers les élections sur des projets. Voilà, c'est les citoyens bischheimois qui décideront, projet contre projet, lors des prochaines élections, à chacun de mettre les idées qu'il a sur ce terrain dans les projets municipaux qu'il présentera. Bon, on a donné des explications, chacun a son point de vue. Je précise en ce qui me concerne, et la plupart des gens qui sont avec moi, il n'y a pas dans le futur proche de vision. Nous n'avons pas les moyens financiers de construire des équipements, ça on ne les a pas, et de faire du logement, ce serait suicidaire, parce qu'il faut aussi, et ça a souvent été répété par certaines personnes de l'opposition, que quand on construit le logement, il faut aussi l'accompagner avec des crèches, des cantines, des écoles, des gymnases, et ça, ce serait complètement stupide qu'un terrain aussi voilà, qui aujourd'hui qui n'est pas une verrue pour l'instant, c'est une différence quand on fait de l'urbanisation sur des verrues. Ça, je pense que c'est important. Des terrains pollués, des masures qu'il faut démolir. Ça, on peut faire de l'urbanisme là-dessus. Ce terrain n'a aucune urgence pour trouver une destination. Je mets au voix. Qui est-ce qui s'abstient? Donc 5, avec la procuration. Qui est contre? Je vous remercie pour cette délibération. La suivante est assez simple aussi. Vous savez que la maison alsacienne 8 rue de l'Église était dans un état quasiment de ruine. Nous avons donc trouvé une solution, c'est de la mettre en bail emphytéotique à une SCI, donc qui est pilotée par l'entreprise Maule, il faut dire les emplois le sont, qui est spécialiste là-dedans. Et donc, quand cette maison a été un peu désossée, la stabilité était beaucoup plus fragile que ce qu'on pensait, et donc le bail qui initialement prévoyait une fin des travaux au 31 décembre de cette année, bon, je ne dis pas soit que les travaux de la maison elle-même ont été bien menés et l'intérieur est quasi terminé, il suffit juste de mettre l'escalier et la partie arrière, donc l'entreprise Maule nous a fait un courrier pour nous demander de reporter cette échéance au 30 juin 2020, comme c'est bail qui a été passé au conseil municipal. Il est donc proposé que vous décidiez que ce bail soit prorogé au 30 juin et donc de m'autoriser à signer les actes nécessaires
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Ça ne change rien. De toute façon, le démarrage du bail n'a pas changé, c'est simplement la livraison du produit fini qui a été reportée. Madame Laforêt. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, cet avenant au bail emphytéotique m'a fait me replonger sur ce que nous avions délibéré, effectivement. Donc, c'est marqué par la délibération du 5 avril 2018. Et en fait, honnêtement, je regrette d'avoir voté pour. Et là, vraiment, je fais un mea culpa. Finalement, je me dis, j'ai pas fait mon rôle, enfin, j'ai vraiment pas joué, enfin, fait mon rôle d'élu correctement. Quand j'ai relu, donc je vous ai redemandé le bail emphytéotique que vous m'avez transmis et tout, quand j'ai tout relu, et après je me suis dit, mais j'ai pas posé les bonnes questions, je suis pas allée assez loin dans ma réflexion par rapport à ce projet. Alors oui, à l'époque, nous étions tous satisfaits, et c'est vrai, nous avons tous voté cette délibération sur le fait que nous étions contents, effectivement, que cette maison soit restaurée et qui fait partie du patrimoine de notre ville. Là où je regrette, c'est de me dire, finalement, on a fait un bail, donc emphytéotique de 60 ans, avec une redevance de 100 € par annuel. Donc c'est vrai que là, sur le coup, à l'époque, vraiment là, c'est vraiment un mea culpa. J'ai pas fait attention parce que franchement, ces 100 € annuels, pour moi, me paraissent tellement dérisoires. Alors j'entends qu'ils ont fait des travaux, j'entends ça, sauf que quelque part, je me dis, donc je suis allée relire la délibération du 5 avril 2018. On nous explique que le terrain avait été acheté et tout, donc il y avait un coût pour la ville, pour la commune, d'ailleurs lequel je ne connais pas, là-dessus je ne peux pas répondre. Donc si vous pouviez nous donner effectivement le coût de cet achat. Et je me dis que finalement il va y avoir 2 logements dedans par rapport au loyer. Donc pendant 60 ans, il va nous donner 100 € par mois. Il aura engagé des frais, mais des frais que je ne connais pas. Il aura des loyers qui vont rentrer. Je pense qu'effectivement, c'est un bon plan pour cette SCI. Donc, on ne votera pas on votera pas cet avenant parce qu'effectivement, pour nous, c'est dans la globalité. Après, je me suis déplacée. Je suis allée voir et c'est vrai que sur le coup j'ai été interpellée, donc j'ai revu les plans qu'on avait eus et je me dis mais finalement c'est la moitié de ce parking en fait, entre la maison, là ils sont en train de détruire le sol en fait, donc pour faire j'imagine le local pour les vélos et tout. Après il y a ces places de parking, il y en a encore une sur le fond et je me dis oui. En plus, bon, je ne sais pas si l'allocation des places de parking seront dans le bail ou pas, mais ça m'interpelle. Et ce vote, je le regrette vraiment, mais vraiment. Et là où je me pose aussi la question, c'est par rapport aux habitants de cette rue. Donc vous nous aviez dit à l'époque qu'en fonction du garage GEC, de l'État, ce qu'elle allait devenir. J'ai lu la délibé, j'ai tout lu, les résumés et tout. Donc d'ailleurs, je l'ai là, donc il n'y a pas de souci. Je peux même le lire si vous le voulez. On la connaît. D'accord, donc je vais quand même le faire. En fait, c'est je rends à César, c'est Annie Romilly qui avait effectivement parlé des riverains et de l'accessibilité de ces parkings. Et vous aviez répondu, le problème avec ces parkings, c'est qu'il y a des voisins qui savent qu'on peut sortir, même quand c'est fermé. Et donc, quand c'est ouvert, ils rentrent en sachant très bien qu'ils pourront ressortir. Je vous rappelle que dans le secteur, il y a un emplacement réservé qui est le garage GEC, qui me semble de plus en plus en activité. Le jour où le bâtiment sera cédé, on réglera le problème du stationnement aux alentours de l'église. Alors, moi, je me pose la question. Ces gens qui vont donc louer ces appartements vont avoir leur place de parking. Donc j'imagine qu'ils auront un accès, enfin je ne sais pas comment ça s'ouvre, une télécommande, je ne sais pas,
pour y accéder. Donc effectivement, quand ils auront des invités, ils les feront rentrer aussi et tout. Quand il va y avoir des manifestations à la salle du cercle, ou à la salle, ou à l'église, donc généralement c'est ouvert, donc je pense que ça sera toujours le cas. Est-ce qu'il y aura possibilité, finalement, pour les riverains de pouvoir stationner quand il n'y a pas les salles, enfin les spectacles ou pas? Est-ce qu'on peut donner, on sait très bien que c'est pour se garer à Bischheim c'est compliqué, est-ce qu'il y aura cette possibilité-là pour les riverains? Sachant que effectivement les riverains à l'heure actuelle respectent beaucoup et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont en train de monter un collectif. Donc c'est vrai que je peux entendre et je peux comprendre. Et puis après, moi je vais mettre, pour avoir été voir cette maison aussi, je vais quand même mettre un petit bémol. C'est vrai que bon, je ne m'attendais pas trop à ce résultat. Je pense que bon, ça a perdu de son charme de maison alsacienne. Après, je vais vous entendre qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Voilà. J'ai aussi une autre question. À l'époque, vous nous aviez dit, est-ce qu'il y avait eu un appel d'offres, quelque chose par rapport à ce projet ou pas? Vous nous aviez dit que c'était la seule entreprise en fait qui voulait reprendre, qui était spécialisée, d'après ce que vous aviez dit, et que ça serait une vitrine pour eux. Voilà. Donc, honnêtement, je ne me souviens pas du tout si vous aviez dit s'il y avait eu un appel d'offres ou pas par rapport à ça. Voilà. Merci, monsieur le maire. Monsieur Chimère. Moi aussi, je me pose un peu les mêmes questions. Alors, oui. Alors, un bail amphithéotique dont le seul avantage est de ne pas rentrer dans la procédure d'appel d'offres. C'est très simple. Voilà. Mais l'intérêt pour la collectivité reste à démontrer. Il n'y en a pas. D'autant plus que le bien a été manifestement bradé. Le bail prévoit 100 € par an, alors que l'estimation des domaines le prévoit à 5 745 € par an. Pour les habitants, des places de parking en moins. Les seuls qui y trouvent leur intérêt, c'est la financière Moog, avec une belle plus-value. Et je me souviens si j'ai bien compris, il y a des places de parking qui seront mises à la disposition de ces gens-là. Et je me souviens, dans un dernier conseil, vous vouliez acheter le garage Jack pour faire des places de parking. Et on avait calculé que la place de parking reviendrait à 17 ou à 19 000 €. Et là, vous en avez offert 2 ou 3 à cette agence, ou 4 à cette agence. On n'arrive pas très bien à comprendre l'histoire du garage Jack. Vous l'avez laissé tomber en vous imaginant bien que ça allait être un point noir sur les prochaines discussions, en laissant tomber ça et en y revenant plus tard. Voilà, on se pose des questions. Moi, je ne voterai pas pour ça. Alors que j'ai voté pour au départ, parce que vous nous avez tellement bien présenté la chose et vous avez l'habitude de bien présenter les choses comme ça. Et je regrette d'avoir voté pour ça. Bon, c'est bien. Je prends ça comme des compliments. Et c'est rare, on s'approche de Noël, donc c'est des cadeaux. Oui, allez, attendez. Je rappelle aussi aux élus que c'est l'argent public. Enfin, voilà, c'est les contribuables, c'est l'argent public. Donc, je le signale juste aux élus. Bon, allez. Gérard, et puis alors, vous me laissez répondre? Oui, mais je vais en rajouter une couche. Comme en plus, oui, depuis quelque temps, il y a un peu de public, et dont je suppose que certains seront présents dans les débats à venir pour venir rejoindre les rangs de ce conseil municipal. Alors, autant les éclairer sur la manière dont ça se passe dans un conseil municipal. Et quand il s'agit, effectivement, on avait voté tous pour, mais quand il s'agit pour qu'il y ait des votes éclairés, il faut qu'il y ait une transparence complète sur les dossiers pour qu'on puisse se prononcer de manière claire et nette sur des dossiers. Et donc, je vais amener ce soir des éléments complémentaires que vous n'avez pas amenés le 5 avril lors du vote, ni ce soir d'ailleurs. Donc, évidemment, et je reprends ce qui a été dit, la question de la transparence est fondamentale. La société qui a eu l'amphithéose, le bail amphithéotique sur 60 ans, va verser une redevance de 100 €, alors que, comme l'a dit mon collègue, elle est estimée à 5 740 € par an. Elle va aménager 2 appartements qu'elle va sûrement mettre en location. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul pour que vous sachiez de quoi il s'agit ici. Donc,
5 745 € sur 60 ans, ça fait 344 700 €. D'accord? Qu'on devrait toucher d'après les estimations des domaines. Or, on nous en verse 100 par an, c'est-à-dire globalement 6 000 au bout de 60 ans, ce qui fait un manque à gagner de l'ordre de 280 000 €. À ça, je rajoute la location de deux appartements dans une maison alsacienne refaite. J'ai pris un loyer à 750 €, ce qui fait 1 500 par mois. Si je rajoute ça sur 60 ans, si je rajoute ça aux 280 000 €, on arrive à 1 418 000 €. 1 418 000 € que va prendre cette société, le cadeau qu'on fait à cette société. Alors évidemment, ils ont fait des travaux, j'aimerais que vous apportiez les chiffres, que la société nous dise à combien se montent ces travaux pour qu'on ait une véritable estimation du cadeau qu'on fait à cette société. Alors même qu'à Bischheim, nous avons un outil pour ça. Ça s'appelle la SCAEB, me semble-t-il. Pour faire ce genre d'opération, la SCAEB aurait très bien pu porter cette opération de réhabilitation de cette maison alsacienne, et ça nous aurait peut-être évité d'avoir des cadeaux à cette hauteur-là, 1,5 million. À cette société, alors on récupérera éventuellement dans 60 ans, on ne sait pas d'ailleurs dans quel état il sera, parce que déjà, quand on voit effectivement le bail amphithéotique, MOG n'a pas respecté ses engagements, c'est pour ça qu'il y a la délite ce soir, parce que si cette délite ce soir, on vote contre le bail amphithéotique, tombe à l'eau, parce que c'est un des engagements dans le bail qu'il a pris, qu'il n'a pas respecté. Je ne vois pas pourquoi il respecterait plus les autres de maintenir et puis l'entretien, etc., puisque j'ai eu effectivement... On nous fournit parfois, vous avez dit tout à l'heure, 20 ou 35 pages de convention qui portent sur une convention sur 200 € ou 300 €. Là, il s'agit d'1,5 million. On a un bail amphithéotique avec une société qu'on ne nous a pas mis en pièce jointe. On est dans les dématérialisations, un petit clic et on a la pièce jointe. On aurait pu nous mettre le bail pour avoir les éléments complets pour décider au moment, le 5 avril dernier, sur des éléments. Donc maintenant, chers collègues, vous avez l'ensemble des éléments pour voter, et vous pouvez voter en votre âme et conscience avec l'ensemble des éléments. Le seul chiffre qui manque, c'est la hauteur des travaux que MOG investit dans cette maison pour savoir exactement quelle est la hauteur du cadeau qu'on lui fait. Très bien. Alors, je voudrais dire que je pensais à l'époque qu'il y avait une assemblée éclairée, puisqu'on avait voté unanimement pour ce projet de maintien de la maison alsacienne. Je sais que dans d'autres communes voisines, les maisons alsaciennes aussi ont souvent des débats enflammés. Cette maison alsacienne était là lorsque nous avons acheté à l'époque aussi un ancien garage dont une partie était à démolir. Et je dois vous dire que dans l'esprit de l'équipe de l'époque, c'était démolir l'ensemble et de faire un parking. Je crois que c'est l'ABF ou n'importe qui a dit cette maison, c'est quand même une maison alsacienne qui a une certaine valeur sentimentale plus que matérielle. Et donc, cette maison, mon prédécesseur a essayé vraiment, par tous les moyens, de la valoriser et de la remettre en état. Le montant des travaux était tellement exorbitant, à l'époque, déjà, que nous n'avions pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, je vois qu'acheter une maison à 400 000 € qui rapporte pratiquement 18 000 € par an, un taux de remboursement, etc., et qu'il y a une réserve foncière, là, on se pose déjà, on dit pourquoi est-ce qu'on dépense cet argent? Et là, mettre 600 000 € dans des travaux d'une maison de ce type-là, je ne sais pas, moi j'aurais été critique à cet égard. Donc la solution était, soit on laisse tomber cela et on attendait qu'elle tombe en ruine, ça je peux vous le dire, puisqu'il faut aller voir l'arrière du bâtiment qui commençait, on pouvait gratter, etc. Donc soit on ne faisait rien et elle tombait en ruine, soit on trouvait une solution qui ne coûte rien à la ville de Bischheim. Et aujourd'hui je dis, on peut tout dire, mais pas raconter des mensonges. Aujourd'hui on n'a pas le droit de dire ça.
Aujourd'hui, cette maison, elle ne coûte rien à Bichheim. Et elle maintient le patrimoine. Je ne sais pas comment aurait réagi l'opposition si je vous avais mis au budget 600 000 euros. Ce n'était pas possible pour la SCAEB de le faire. La SCAEB est aussi obligée d'avoir des rentabilités. Or, avec les loyers qu'on peut demander dans cette maison, et le coût des impôts fonciers, de l'entretien courant et tout ça, le rapport est extrêmement faible par rapport à cet investissement. Et donc, on aurait été dans un déficit pendant des années. Et c'est-à-dire qu'au lieu de, pour l'instant, ça ne coûte rien, alors ça rapporte peut-être rien non plus, 100 euros, c'est rien, mais ça aurait coûté tous les ans. Et là, on aurait dû inscrire au budget. Donc moi, je suis fier de cette opération. Et je suis heureux qu'on l'ait fait, parce que, vous verrez, quand elle sera terminée, vous la visiterez, vous regarderez. Alors, elle répond aux règles du PLU, avec un nombre de places de stationnement, ça faisait partie. Ouais. Alors, l'ABF est enchanté. Le CAU est venu, a dit c'est une remarquable réhabilitation. Et nous aurons au conseil départemental, où on parle de la maison alsacienne du XXIe siècle, peut-être même des considérations laissez faire. Moi, je reviens aujourd'hui à une délibération. Est-ce que, oui ou non, nous acceptons de proroger le délai pour finaliser le projet au 30 juin? C'est ça la question. Et je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 5 contre, 2 abstentions. Je vous remercie. Et Bichheim pourra être fier de sa maison alsacienne et qui verra le jour prochain. Fixation des tarifs. Donc pour les tarifs, voilà, il y a eu des tarifs qui ont bougé, d'autres qui n'ont pas bougé. Vous avez le détail en entier. Juste, pardon, je reviens juste, il ne faut pas dire que les éléments ont tous été transmis. Les mètres carrés, les places de stationnement. Et le problème, c'est que la délibération que nous avons prise à l'époque a été transmise au notaire pour rédiger le bail en fait. On ne pouvait pas mettre un bail. Non, je pense que vous ne répondez pas à la même question. Si. Non. Si. Non, tu as dit tout à l'heure. Non, vous avez dit que vous avez pris une délibération sans avoir eu connaissance de l'intégralité. C'est lui qui l'a dit. Oui. Vous êtes tellement proche aujourd'hui sur ce sujet que je peux me tromper. Non, mais par contre, monsieur le maire, vous n'avez pas répondu au fait sur combien. Enfin, vous avez dit la somme de 600 000, mais non, ça, là donne. Oui. Ouais, voilà, alors, je ne suis pas certaine. Oui, et vous, juste, est-ce que vous vous rappelez du prix de la parcelle initiale? Non, mais parce que la ville a quand même dépensé de l'argent là aussi. Non, parce que vous non, dites que la ville n'a rien dépensé. Non, ça c'est autre chose. À l'époque, on l'a acheté. Et il y avait aussi des critiques de l'opposition qui disaient pourquoi on achète ça. Ça m'est égal à de l'époque. Moi, je veux savoir combien ça a coûté. Merci. Les oppositions changent, mais parfois des réactions restent. Bien sûr, on ne sera pas nombreux à être là pour le bilan final de cette opération au bout de 60 ans. Mais, avec les progrès de la médecine, Gérard, je ne sais pas. Je ne suis pas persuadé que la ville aurait perdu de l'argent. Mais on ne sera pas là pour le bilan. Bon, j'arrête là-dessus. Point suivant, fixation des tarifs. Donc, vous avez les tarifs en détail. Je fais grâce aussi de la lecture de toutes ces pages. Et je passe tout de suite aux questions, puisque je ne sais pas, il y en a peut-être quand même. Non, ça va. C'est une explication de vote, c'est l'abstention, c'est vos tarifs comme d'habitude, chaque année, fidèle à votre politique tarifaire, qui n'est pas la nôtre. Voilà. Bon, je mets au voix qui s'abstient. Là aussi, on fait la prochaine totale. Parfait. Donc personne n'est contre. Non, je disais, on n'a toujours pas remis en place, mais effectivement, vous ne le ferez pas, on le sait, les tarifs au coefficient inférieur à 500, donc par rapport aux tarifs solidaires, voilà. Parfait. Donc personne ne s'abstient. La délibération est adoptée. La suivante. Non, cette abstention, oui. On l'a noté. Pardon? Ah, personne ne vote contre, excuse-moi. Voilà. C'était juste pour savoir si quelque chose.
admission non-valeur, alors je dois dire aussi que le suivi régulier fait en sorte que cette année, c'est un montant que de 4 314 euros que nous proposons de mettre en non-valeur. C'est même sur certaines années, le trésorier a fait tout ce qu'il pouvait. Voilà, on arrive à nettoyer les comptes. Je mets au voix, quelqu'un est contre, quelqu'un s'abstient, donc je vous remercie. Ensuite, c'est le groupement de commandes permanent. Donc là aussi, on avait délibéré en 2017 et on était adhérent de ce groupement de commandes qui réunit donc autour de l'Eurométropole les communes membres, notamment la ville de Strasbourg, aussi Bischheim, le département du Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin, les établissements publics locaux d'enseignement des collèges, les départements, le syndicat des eaux, l'assainissement, le SDIS des Bas-Rhin du Haut-Rhin, la Fondation de la Notre-Dame, le Centre communal d'action sociale de Strasbourg, etc. Et donc, il est proposé on a fait un point, vous avez sur les 3 pages suivantes, de ce qui a été réalisé grâce à cela. Donc la première année de fonctionnement nous a permis de voir tout l'intérêt de ce dispositif, puisqu'on a réussi aussi à faire des gains financiers, mais on a aussi optimisé, harmonisé un certain nombre de cahiers de charges. Nous essentiellement, ou pour Bischheim, je crois, Daniel, c'est la téléphonie qui nous a fait faire de plus grosses économies. Donc on pourra répondre aux questions tout à l'heure. La seconde année a aussi confirmé toute la pertinence de ce dispositif. Et donc, il est proposé aujourd'hui d'approuver le bilan du groupement des commandes permanent établi après 2 ans de fonctionnement, et les 3 pages que je fais référence, la poursuite du recours à ce groupement de commandes, donc on continue, et l'avenant qui permet d'y intégrer 2 nouveaux membres, c'est la Haute École des Arts du Rhin, Zahir, et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et d'agrandir aussi, et de la simplifier surtout, la liste des domaines, et celle-là est aussi annexée à beaucoup de choses qui ne nous concernent pas, mais bon, nous pouvons piquer là-dedans les différents sujets qui nous concernent, et donc d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la délibération et à signer l'avenant qui est également annexé à la présente délibération, donc qui tient compte de ces nouveaux domaines d'achat et intégrant les nouveaux membres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Personne ne s'abstient, personne n'est contre. Donc c'est un bon point pour marcher. On a simplifié beaucoup de procédures. Le point suivant, c'est politique de la ville. Alors il y a un premier point qui est encore 2019. Bon, procès verbal, il y a quelques restes de finances des gouvernements de la préfecture. On demandait si on avait une proposition. Donc, officiellement, dotation politique de la ville, investissement 2019, il est proposé de rajouter aux investissements que nous avons faits les agrès et Vitaboucle. C'est un projet qui avait été présenté. On avait fait la partie est au parc du Dierbaden, puisque avec Vélostras et plantation d'arbres, etc., et aussi les bas d'immeubles du quartier Dierbaden, Espex, etc., on a préféré d'investir là-bas. Et donc, nous vous proposons de faire les mêmes équipements au quartier ouest, avec le plan qui nous indique les 2 emplacements, on peut y faire à vue avec des services et de métropole chez nous. Et donc, les subventions de la politique de la ville sont de l'ordre de 80%, donc ce qui permet quand même de pouvoir réaliser ça pour l'autre quartier sensible de Bischheim. Et donc, je vous propose d'approuver ce projet et de solliciter la subvention de 73 543 €. Le financement, autoriser le maire
l'adjoint compétent a signé toutes les pièces relatives à la présente délibération. Des questions? Oui, Christelle Laforêt. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, rien contre, mais c'est juste une petite remarque sur le fait que ces agrès vont être mis donc effectivement dans le Vitaboucle, voilà, sachant que le Vitaboucle passe par le poumon vert et que quelque part je souris un petit peu puisque sachant le questionnement sur l'épandage des champs, donc voilà. Merci. Pour ce Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, donc ça c'est un autre sujet. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, donc je vous remercie. Et nous passons en 2020, toujours dotation politique de la ville. Alors là, c'est des demandes que nous faisons, hein, c'est-à-dire des investissements seront inscrits si les demandes sont favorables. Pour l'investissement, il est demandé une réparation du toit de l'école maternelle à Pau, qui est vouée à la démolition, bien entendu, mais là, il y a l'eau qui rentre, donc on ne peut pas attendre ne serait-ce qu'un an, mais ce ne sera pas dans un an qu'on pourra démolir, et donc il est impossible de ne pas faire cette réparation. La couverture de l'école maternelle Canal, alors là, c'était un plan pluriannuel, c'est la dernière tranche, donc ça, nous allons le faire aussi. Et ensuite, pour l'école Prunelier élémentaire Prunelier, on a des dédoublements de classe. Il y a des questions, Bernadette pourra bien l'expliquer. Et donc, nous anticipons là-dessus, sachant que le projet Prunelier verra aussi le jour, mais là, il y aura de grandes discussions, négociations, projets, concertations, etc. Ça ne sera pas fait du jour au lendemain pour cette période, et sachant aussi que les modulaires seront placés de manière à ne pas gêner une future construction et pourront rester jusqu'au déménagement final de la fin de l'ensemble. Voilà, donc là, il y a encore une petite chose. Oui, c'était un tableau VPI mobile pour une classe Ulysse qui n'existait pas, et l'ensemble des écoles de Bouchain, par tout ouvert, a un tableau VPI, hein, 100%, sauf cette classe. Donc on l'a inscrit puisque, en principe, il est éligible aussi. Voilà. Donc la délibération consiste à approuver ces 4 projets et à demander une subvention de 182 786. Christelle Laforêt. Oui, excusez-moi, on est bien sur l'investissement. Investissement, oui, le premier. J'ai une question. Il nous a été dit lors de la commission des finances que si on n'avait pas le financement, donc les modulaires ne seraient pas achetés. Donc dans ces cas-là, on fait comment? Moins satisfaisante. Voilà, il y a une autre solution, mais nettement moins satisfaisante. Il faut quand même dire que du fait qu'on a dédoublé les CP, les CA, il n'y a plus aucune place, y compris la salle de sciences qui a été prêtée en quelque sorte à l'enseignant surnuméraire, puisqu'on a un effectif extrêmement important sur l'école des Pruneliers. On n'a plus de salle polyvalente non plus. Je précise que le dédoublement, effectivement, me paraît une bonne idée, sauf que, comme d'habitude, ce sont les communes qui supportent la charge. Donc, voilà. Et je me permets juste de rajouter que l'acharnement de Bernadette Gillot a fait que les dédoublements ont été faits de manière très positive, constructive, c'est-à-dire elle a vraiment pris des salles où elle a sorti la moitié des enfants et a laissé le reste, alors qu'il y a des endroits où on s'est amusé à faire une cloison mobile et on a laissé les mêmes nombres d'enfants et on a divisé la surface par 2. Donc, non, c'est juste pour dire que... On connaît très bien la pugnacité de Bernadette et on sait qu'elle, je dois dire que c'est une adjointe qui est hyper compétente et qui, franchement, mérite ses indemnités. Voilà, on ramène de nouveau l'alimentaire. Bon, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La délibération suivante, c'est toujours la politique de la ville avec des demandes, et ça c'est pour le fonctionnement. Donc nous avons initié 4 projets, prévenir de l'exclusion scolaire et renforcer le soutien à la parentalité,
La santé bien-être, c'est une forme d'animation, d'action en matière de santé, de lutte contre l'isolement par la mise en place d'animation, et c'est à destination des plus jeunes. Entreprendre, c'est avec des ateliers de mobilisation. Il s'agit d'encourager les jeunes à entreprendre et à apprendre, continuer de développer le travail d'estime de soi et la prise en compte du public de plus de 25 ans. Et enfin, projet d'animation globale, une année d'animation tout azimut sur du Child. Voilà. L'ensemble de ces animations représente un certain coût pour lequel nous sollicitons une subvention qui est de 100% du montant de la dépense, puisque c'est et donc l'ensemble c'est 160 000 euros. Christelle Laforêt. Oui, juste pour dire que on est satisfait parce que en fait, quand je vois à chaque fois le quartier du Guirbaden, je me dis yes, on avance sur le quartier. Parce que je trouve que et puis je remercie à chaque fois que les élections arrivent. D'ailleurs, on devrait peut-être en avoir plus souvent finalement. Ça fait bouger pas mal les choses. Donc oui, le quartier du Guirbaden mérite aussi qu'on s'y attarde. Merci. Gérard Charles. Eh bien, moi j'ai peur qu'on recule au Guirbaden. Je profite de cette délibération, on va voter pour les actions évidemment, mais pour vous faire part des interrogations que j'ai sur l'action dans ce quartier, sur sa cohérence et sur la dynamique partenariale. J'en veux pour preuve que l'association ALT, qui tenait un point d'accueil et d'écoute jeunes dans ce quartier-là, va mettre fin à ce point en 2020, de commun accord avec la ville, d'un commun accord avec tous les acteurs, puisque il n'y a personne. Ça ne fonctionne pas. Et je ne suis pas persuadé que sur ces questions, par exemple, le point d'accueil et d'écoute de jeunes, la question des dépendances, des toxicomanies, etc., il y ait moins de problèmes dans le quartier du Guirbaden qu'ailleurs, que dans d'autres quartiers. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une véritable interrogation de ma part sur la dynamique qui ne fonctionne pas sur ce territoire. C'est pour moi un véritable signal d'alerte à prendre en compte. Voilà, je mets ça sur la table parce qu'il y a parfois des clignotants, hein, des choses qui doivent attirer notre attention quand ça ne fonctionne pas, alors qu'il n'y a pas de raison objective il y a des raisons objectives qui devraient faire que ça fonctionne. Et bien ça ne fonctionne pas, c'est que la question de la dynamique et de la manière et de la cohérence fait défaut. Christelle. Là où je suis pas, je pense que la différence, à mon avis, entre par exemple, le quartier des écrivains et le quartier du Guirbaden, c'est le dynamisme des associations. Et c'est vrai qu'aux écrivains, il y a certaines associations qui font énormément de choses pour le quartier, qui dynamisent vraiment le quartier. Et je pense vraiment que si elles n'étaient pas là, il y aurait une problématique, sachant qu'en plus le centre Victor Hugo, il faut à peu près tout refaire. Et le Guirbaden, je pense que c'est ce qui manque en fait. C'est effectivement peut-être une ou deux associations qui soient fortes et qui puissent dynamiser, impulser quelque chose dans ce quartier. Après, ça n'empêche pas que la ville peut aussi impulser beaucoup de choses. De cette phrase. Oui. Alors, moi, je tiens à dire qu'effectivement, forcément, je suis pour toutes les subventions qui sont allouées par la politique de la ville, et ça à 100%. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que, comme les gens peuvent peut-être le savoir ou pas, mais moi, je me rends régulièrement dans les quartiers, effectivement, comme le Guirbaden, le quartier Sissi, le quartier Match. Alors, c'est quand même un quartier qui est, finalement, pour ma part, je le ressens, hein, délaissé, et comme l'a dit Christelle, par les associations. Donc moi j'aimerais bien qu'on puisse faire le point ou qu'il y ait une commission pour voir toutes ces actions au plus près et au plus proche pour les habitants. Parce que là vous nous donnez des titres pompeux,
Pour moi, ces titres-là, ça ne me dit pas ce qu'il va y avoir comme action, quels sont les partenaires qui vont être sollicités et comment nous, élus, on peut les accompagner pour que ce soit des choses efficientes. Hein. Oui. Alors, juste par rapport à la permanence, je crois que mon collègue, qui malheureusement n'est pas là pour vous le dire, Fabien, était relativement réticent et interrogatif sur le fait de créer une permanence. Parce que les permanences, c'est on attend les gens et puis il faut plus aller peut-être vers les personnes. Enfin, Gérard, tu es plus spécialisé que moi. On va pas faire un débat technique, non, si tu veux, mais il y a évidemment... Je me suis laissé emporter par un sujet qui me tient énormément à cœur. Non, mais on peut évidemment, je suis d'accord avec quand Fabien dit ça, la question de la permanence ne peut fonctionner que s'il y a un partenariat fort sur le territoire et un maillage sur le territoire, et le fait que ça ne fonctionne pas, pour moi, est dans ce sens-là une alerte pour nous, pour l'ensemble du Conseil, doit être une alerte pour nous sur ce territoire. Après, il faut dire que le Kirbaden, c'est 400 logements, les écrivains, c'est 1400. Je veux dire, il y a plus de potentialité, mais c'est pas faute d'avoir essayé d'avoir des associations. Jean-Claude Kiffer, qui est issu du Kirbaden, et qui est omniprésent là-bas aussi, pensait quelque chose. Bon, on ne va pas débattre là-dessus. Le sujet, c'était, est-ce que nous demandons ces subventions à l'État? Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et pour le dernier point, je cède la parole à Daniel Tischler pour l'autorisation de dépenses d'investissement. Ah, pardon. Alors, je vous dis excusez-moi. Oui. Alors, il y a aussi des dossiers d'équipement de territoires ruraux, dont nous sommes exigibles, voilà, même si on n'est pas trop rural. On nous rappelle souvent qu'on a quand même quelques champs à Pichane, donc c'est peut-être ça qui on poursuit la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, c'est la dernière tranche du programme, où il reste 115 000 € à dépenser, on sollicite 80%, et la création d'un espèce de confidentialité, la mise en accessibilité du CCAS et aussi en sécurité du CCAS, parce que le public parfois est un petit peu sensible aussi. Donc ça c'est dans le cadre des travaux du bâtiment A et B et puis du CCAS. Donc on peut demander cela. Voilà. Donc la délibération c'est d'autoriser à demander cette subvention de 136 000 € et d'autoriser le maire son adjoint à signer les pièces. S'il n'y a pas de souci, personne n'est... Si. Oui, moi j'ai une question. En fait, c'est vrai que j'aurais aimé finalement que les 2 points soient scindés. Sur la création de l'espace de confidentialité mise en accessibilité du CCAS, c'est très bien, c'est parfait, je l'ai dit en commission des finances. Par contre, j'ai une question. Ce sont des travaux qui sont faits dans une copropriété. Est-ce que la copropriété a acté ça en assemblée générale avant qu'on demande quoi que ce soit? Enfin, les travaux ont déjà commencé d'ailleurs, parce que je suis allée voir. La copropriété, j'assiste à l'Assemblée générale, a acté les travaux qui concernent la copropriété, c'est-à-dire le démontage du hall du SAS d'entrée. Ça fait partie des demandes à autoriser. Ce qui se passe à l'intérieur des locaux n'a pas d'autorisation, puisqu'on ne change pas les réseaux, on ne change pas... Non, mais ce que vous avez dit avant, ça c'est tout. Si, ça, pardon. Besoin. Non, mais j'entends que comme quoi il y a eu une AG. Oui, il y a une AG. Voilà. Et donc... C'était ma question. Oui, et le démontage du SAS, ça fait partie de la cour. Oui, à l'intérieur, si maintenant on changeait les réseaux, détournait les conduites, enfin faire quelque chose sur le... Oui, mais là, on ne fait pas de travaux. Comme quand quelqu'un refait sa salle de bain. Si j'ai posé la question, c'est parce que c'est par rapport au SAS, c'est tout. C'est pas... Le SAS, c'était fait. Est-ce que quelqu'un s'oppose, quelqu'un est contre? Donc je vous remercie. Et donc nous passons au point 16, le dernier point, qui est l'autorisation de dépenses d'investissement. Donc puisque le budget, nous allons le voter après le mois d'avril. Et je vous rappelle la date du débat d'orientation budgétaire, je crois que c'est le 27 février. Voilà, ce sera le dernier conseil avant les festivités. Daniel? Donc
Donc la délibération concerne une demande d'autorisation de dépenses d'investissement avant adoption du budget 2020. Donc toutes les collectivités locales qui n'ont pas adopté leur budget 2020 avant le 1er janvier prochain, et c'est notre cas, sont autorisées jusqu'à l'adoption de leur budget d'engager, liquider et mandater leurs dépenses d'investissement. Toutefois, cette autorisation comporte une limite. Leur engagement ne peut pas dépasser 25% des crédits ouverts au budget 2019. Bien entendu, ces dépenses autorisées par anticipation devront être reprises au budget primitif de l'exercice 2020. En ce qui concerne notre commune en 2019, les crédits des dépenses réelles d'investissement relatives aux acquisitions, aux travaux et aux équipements s'élevaient à 3 979 568 €. En conséquence, l'ouverture anticipée peut être effectuée à concurrence de 994 892 €. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'ouverture anticipée des crédits pour un montant légèrement inférieur, soit 990 000 €. Merci. C'est une délibération qu'on prend puisqu'on va continuer de fonctionner. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il y a quelques flyers encore. On se donne rendez-vous samedi à 16h devant le parvis de l'hôtel de ville pour faire une déambulation dans la ville et se retrouver à 18h pour un concert. Alors, j'espère que ce sera sur le parvis de l'hôtel de ville, sinon ce sera ici, en fonction du temps. Et dimanche, il y a le concert à 16h pour les droits des enfants et pour la paix à l'église protestante. Voilà. Donc j'espère vous voir nombreux. Ça concerne aussi tout le public nombreux qui est invité. Il y aura des tracts pour tout le monde. Voilà. Et comme il est de tradition, depuis quelques années, comme on ne vote plus le budget en décembre, il n'y a plus de repas, il y a un petit buffet partagé pour celles et ceux qui ont encore un petit peu de temps à consacrer. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, et voilà. Je ne peux pas dire à tout le monde que vos souhaits se réalisent. Je le dis à certains.